Le Rwanda ne tombera plus jamais. Une histoire sacrée et d'un peuple debout, forgé par la souffrance et sauvé par la volonté. Chapitre 4. La résurrection par la lutte. À l'aube des années 1990, alors que le Rwanda s'enfonçait dans une crise politico-ethnique grave, une force nouvelle prit forme, non pas sur les collines du Rwanda, mais dans les camps d'exil, parmi les filles et filles d'un peuple jeté hors de sa propre terre. L'armée patriotique rwandaise, APR, bras armés du Front patriotique rwandais, FPR, naquit de la volonté d'un peuple oublié, exilé depuis 1959, 1963 et 1973, d'un peuple qui n'avait plus de maison, plus de citoyenneté, mais une mémoire vivace et un rêve indestructible. Retourner, reconstruire et libérer. Le FPR fut officiellement fondé en 1987, principalement en Ouganda, par des Rwandais exilés pour répondre à une injustice historique, l'impossibilité pour des milliers de Tutsis exilés de rentrer dans leur pays. Ces hommes et femmes, souvent jeunes, instruits, militaires ou civils, portaient en eux la double blessure de l'exclusion et de l'humiliation, mais aussi la conviction qu'ils pouvaient changer le cours de l'histoire. L'APR ne fut pas une armée née du ressentiment, mais une armée forgée dans la discipline, la vision et le patriotisme. Son objectif n'était pas la vengeance, mais la restauration. Lorsque l'APR lança l'offensive du 1er octobre 1990, beaucoup la présentèrent comme une simple invasion. En réalité, c'était un acte de survie, une déclaration « Nous sommes Rwandais et nous refusons l'exil éternel ». L'attaque visait à créer les conditions d'un dialogue politique, d'un retour pacifique, d'une réforme nationale. Mais le régime Habyarimana, soutenu par des puissances étrangères, répondit par la répression, la propagande et la criminalisation de l'adversaire. Dès lors, la lutte devint inévitable. Ce qui distingue l'APR, c'est son éthique. Malgré les attaques, les trahisons, les pièges et les massacres de ses propres familles à l'intérieur du pays, elle refusa de céder à la logique de haine. Elle se structura en une armée disciplinée, organisée, respectueuse des droits humains. Même au plus fort des combats, le FPR mit en place des structures politiques et sociales dans les zones qu'il libérait, instaurant une gouvernance fondée sur l'ordre, l'unité, la justice et l'égalité. C'était une révolution par les armes, mais surtout par les principes. La naissance de l'APR fut donc bien plus qu'un événement militaire. Ce fut le réveil d'une nation enterrée, le retour d'une voix qu'on croyait éteinte. Dans chaque uniforme cousu, dans chaque marche nocturne, dans chaque stratégie pensée, il y avait un cri ancestral. Le Rwanda nous appartient aussi. Et ce cri, bientôt, allait devenir une clameur nationale. Au cœur de la résurrection rwandaise par la lutte se dresse une figure incontournable, le général Paul Kagame. Architecte stratégique du Front patriotique rwandais, FPR, et commandant de l'armée patriotique rwandaise, APR, il incarne pour beaucoup l'homme du tournant. Celui qui, au plus profond du chaos, sut imposer la discipline, orienter la lutte vers des objectifs de libération nationale et refuser les tentations de la vengeance. Son rôle ne se limite pas à la victoire militaire. Il est également idéologique, moral et historique. Issu d'une famille rwandaise exilée après les violences de 1959, Paul Kagame a grandi en Ouganda, formé dans les rangs de l'armée ougandaise, National Resistance Army, aux côtés de Yoweri Museveni. Il y forgea son art de la guerre, sa rigueur militaire et une conscience politique aiguë de ce que signifie l'exil. Contrairement à d'autres chefs de guerre dans l'histoire africaine, Kagame n'était pas un aventurier. Il était un stratège discipliné, formé à l'idéologie, au renseignement, à la réforme et à la vision d'État. Lorsqu'il prend la tête du FPR après la mort de Fred Rwigema en 1990, c'est toute l'orientation du mouvement qui bascule vers une construction à long terme. Ce qui caractérise Kagame, c'est la maîtrise du timing, du silence et du sacrifice. Il refuse les gesticulations politiques, les discours spectaculaires ou les vendettas immédiates. Il comprend très tôt que le Rwanda ne se reconstruira pas seulement par la victoire militaire, mais par la restauration d'une vision collective. Dans ses prises de parole souvent sobres mais stratégiques, il recentre le combat sur l'unité, la justice
et la dignité du peuple rwandais tout entier, au-delà des divisions ethniques imposées par la colonisation et les régimes précédents. Militairement, Kagame met en place une stratégie de guérilla intelligente, soutenue par un service de renseignement rigoureux, une logistique sobre mais efficace, et une éthique stricte, interdiction de viol, protection des civils, sanctions sévères contre les fautes. Dans un contexte où tout poussait à la vengeance, il impose à ses troupes une discipline de fer, refusant que le FPR devienne une force de revanche. Ce choix moral, difficile, sera plus tard l'un des fondements de la réconciliation nationale. Politiquement, Kagame évite de tomber dans la logique de conquête du pouvoir pour le pouvoir. Après la victoire militaire en juillet 1994, il ne s'autoproclame pas président. Il met en place un gouvernement d'union nationale avec des figures de l'ancienne opposition modérée et s'installe en retrait stratégique en tant que vice-président et ministre de la Défense. Ce recul tactique, rare dans l'histoire des vainqueurs armés, montre une compréhension rare du temps politique. Il construit un État avant de chercher à l'incarner. En définitive, le rôle de Paul Kagame fut celui d'un chef de guerre qui pensa comme un bâtisseur de paix. Il fit de la lutte non pas une fin, mais un moyen. Il transforma une armée d'exilés en une force de reconstruction. Et surtout, il redonna au mot rwandais un sens universel, débarrassé des catégories coloniales. Dans l'histoire du Rwanda, son nom restera lié non seulement à la défaite du génocide, mais à la résurrection du rêve national. Contrairement à de nombreux mouvements armés en Afrique qui poursuivaient la conquête du pouvoir comme fin en soi, le Front patriotique rwandais, FPR, engagea sa lutte avec une finalité plus profonde. Restaurer la justice, la dignité et les droits fondamentaux d'un peuple exclu, persécuté et exilé depuis des décennies. Ce qui animait l'armée patriotique rwandaise, APR, ce n'était pas la soif de domination, mais une soif de réparation historique. Il ne s'agissait pas simplement de changer un régime, mais de redonner à chaque Rwandais, quelle que soit son origine, la possibilité d'exister dans un pays juste. Dès ses premières déclarations, le FPR affirme que son objectif est de rétablir le droit au retour des réfugiés rwandais, d'instaurer un état de droit, de lutter contre l'idéologie de division et de mettre fin aux violences ciblées contre les Tutsis. Cette ligne est tenue avec une cohérence remarquable, même lorsque le régime Habyarimana refuse toute négociation sérieuse et organise des massacres. Le FPR participe aux négociations d'Arusha, 1993, accepte des compromis, signe les accords de paix et intègre l'idée d'un gouvernement de transition pluraliste. Ce choix du dialogue montre que la lutte n'était pas motivée par une logique de revanche, mais par une quête de justice partagée. Sur le terrain militaire, cette orientation se traduit par une rigueur éthique exceptionnelle. Alors que les troupes gouvernementales et les milices Interahamwe commettent des crimes de masse, l'APR impose à ses combattants un code de conduite strict. Les cas de vengeance ou d'abus sont sanctionnés immédiatement, les populations civiles sont protégées et les zones libérées deviennent des havres de sécurité. Cette éthique militaire devient un témoignage vivant que le Rwanda peut être gouverné autrement, avec respect, ordre et justice. Cela crédibilise le projet politique du FPR, bien au-delà du champ de bataille. Après la prise de Kigali en juillet 1994, le FPR ne tombe pas dans la tentation de l'exclusion ou de la répression. Au contraire, il met en place un gouvernement d'union nationale où siègent non seulement des membres du FPR, mais aussi des partis politiques qui, bien qu'opposés, n'ont pas participé au génocide. Ce geste fort traduit une volonté de construire un avenir collectif, basé sur la justice et non sur la revanche. L'appareil judiciaire est restauré, les juridictions Gakaka sont réactivées pour traiter les milliers de dossiers liés au génocide et des institutions chargées de la mémoire et de la réconciliation sont mises en place. La justice visée par la lutte du FPR ne se limite pas au procès. Elle est aussi sociale, économique et institutionnelle. Il s'agit de rebâtir un pays sur des fondations équitables. Des enfants rescapés du génocide sont scolarisés, les orphelins réunis dans des villages communautaires, les veuves soutenues. L'éducation devient une priorité, les soins de santé se généralisent et l'administration est réorganisée sur la base du mérite et non de l'ethnie. Ce modèle de gouvernance marque une rupture radicale avec l'ancien régime. Ainsi, la lutte du FPR
sous la direction du général Paul Kagame, restera dans l'histoire non pas comme une conquête classique, mais comme une insurrection morale contre l'injustice. Elle fut une réponse à une crise d'humanité. Et c'est précisément parce que cette lutte fut ancrée dans l'éthique qu'elle a permis non seulement de vaincre militairement un régime génocidaire, mais surtout de redonner à un peuple brisé la force de se relever avec justice et pour toujours. Lorsque le Front patriotique rwandais, FPR, mit fin au génocide en juillet 1994, ce qu'il reprit n'était pas un État à gouverner, c'était un pays anéanti, sans institutions, sans administration, sans économie, sans repères. Le Rwanda que le FPR trouva était une terre de mort et de silence, jonchée de cadavres, hantée par des milliers de fosses communes, vidée de ses intellectuels, de ses familles, de ses infrastructures. Ce n'était pas une prise de pouvoir, c'était un acte de résurrection, dans le sens le plus radical du terme. Tout était à reconstruire. Le système judiciaire était inexistant. Les magistrats avaient fui ou participé au génocide. Les prisons débordaient de suspects sans aucun cadre légal pour les juger. Les écoles étaient fermées ou devenues des charniers. Les hôpitaux n'avaient plus ni médecins ni médicaments. Les routes étaient impraticables. Les caisses de l'État étaient vides. Plus de 2 millions de Rwandais avaient fui vers le Zaïre, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi. Et à l'intérieur du pays, des orphelins errants, des veuves sans abri, des blessés abandonnés, des traumatismes immenses formaient le visage d'une nation à genoux. Le défi immédiat du FPR fut humanitaire. Enterrer les morts, secourir les vivants, assurer la sécurité des survivants. Des équipes furent mobilisées pour désinfecter les lieux de massacre, rouvrir les hôpitaux, rétablir les premiers réseaux de distribution d'eau et d'électricité. Il fallait réorganiser le pays sans structure, sans ressources, sans expérience préalable de gestion étatique et sous la menace constante de la guerre. Car les génocidaires s'étaient repliés dans les camps au Zaïre, prêts à relancer la terreur. L'autre défi, plus profond encore, était psychologique et moral. Comment faire cohabiter dans un même pays les rescapés du génocide, les anciens bourreaux, les personnes accusées mais non encore jugées, les témoins traumatisés? Comment bâtir une société où l'innommable venait de se produire? Le FPR répondit à cela non par la terreur, mais par la responsabilité collective. Il ne créa pas un nouvel apartheid. Il rejeta l'idée de vengeance. Il imposa un discours d'unité nationale, de reconstruction de la conscience commune. Politiquement, la première mesure fut la création d'un gouvernement de transition à base large. Il incluait non seulement des membres du FPR, mais aussi d'autres partis non impliqués dans le génocide, comme le PL, le PSD, et même certains anciens opposants au FPR. Cette ouverture politique fut perçue comme un signe de maturité stratégique. Elle permet de légitimer le processus de reconstruction à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Un parlement de transition, un système judiciaire intérimaire et une commission nationale de l'unité et de la réconciliation furent mis en place dans les mois qui suivirent. Sur le plan sécuritaire, l'APR fut réorganisée pour devenir une armée nationale inclusive, les Forces rwandaises de défense, RDF. Des programmes de démobilisation furent mis en place. Les prisonniers du génocide furent regroupés et le système Gachaka fut conceptualisé pour permettre un traitement communautaire et accélérer des crimes, tout en favorisant la vérité et la réintégration. Ce processus unique en son genre fut une innovation juridique et sociale née du besoin rwandais de justice enracinée. Reprendre un pays en ruine, c'est refuser la fatalité. C'est croire que même après le pire, une nation peut se tenir debout. Le FPR, en 1994, n'a pas pris le pouvoir. Il a pris la responsabilité d'un peuple abandonné. Et cette responsabilité fut assumée avec un sérieux, une rigueur et une vision qui allait bientôt faire du Rwanda un exemple mondial de résilience et de transformation. Les forces rwandaises de défense RDF firent face à un double défi redoutable: assurer la sécurité intérieure d'un pays traumatisé et réconcilier un peuple fracturé par la haine, les soupçons et la peur. Cette mission fut plus difficile que la guerre elle-même, car elle exigeait de désarmer les esprits, de pacifier les cœurs et de transformer une mémoire douloureuse en socle de cohésion. La menace était bien réelle. Dès la fin du génocide,
plus de 2 millions de personnes furent vers les pays voisins, dont un grand nombre de génocidaires actifs, camouflés parmi les civils. Au Zaïre, actuel RDC, ces miliciens, anciens soldats du régime génocidaire ex-FAR, s'organisèrent en groupes armés sous la protection d'intérêts étrangers et commencèrent à planifier des incursions violentes dans le Rwanda libéré. Ces attaques visaient à créer l'insécurité, à perturber la reconstruction et à raviver la peur. L'État rwandais naissant devait donc lutter simultanément contre les fantômes de l'ancien régime et contre l'instabilité régionale. À l'intérieur du pays, le climat était tendu. Des rescapés vivaient dans la peur d'un retour des tueurs, pendant que des familles de génocidaires craignaient des représailles. Les tensions étaient palpables, les communautés brisées, les soupçons. Omniprésents, le FPR, au lieu d'imposer une dictature sécuritaire, mit en place un système de gouvernance décentralisé et inclusive. Il forma des comités de sécurité communautaire, encouragea le dialogue local et lança des campagnes d'unité nationale. Le message était clair. Ubumwe, Ubwiyunge, Nubuda Heranwa, unité, réconciliation et résilience. Parallèlement, l'armée fut profondément réformée. L'APR, issu du FPR, fusionna avec les anciens soldats non impliqués dans le génocide pour former une armée professionnelle, républicaine et non partisane. Cette transformation visait à couper tout lien entre l'appareil sécuritaire et les anciennes idéologies de division. La formation militaire fut accompagnée d'un enseignement éthique, citoyen et historique. L'armée devint alors l'une des institutions les plus respectées du pays, garante de la stabilité, mais aussi modèle d'intégration post-conflit. L'unité nationale fut aussi reconstruite par l'éducation et la culture. Les écoles furent réouvertes avec des programmes révisés, centrés sur une mémoire partagée, une histoire réécrite à partir des faits, et un rejet absolu de toute forme de divisionnisme. Les médias furent réorganisés pour devenir des vecteurs de cohésion. Les commémorations de Kwibuka furent instaurées chaque année pour maintenir vivante la mémoire, mais aussi pour rappeler que le Rwanda d'aujourd'hui est bâti sur la promesse de ne plus jamais se diviser. Sur le plan institutionnel, la Commission nationale pour l'unité et la réconciliation, CNUR, fut créée. Elle mena des campagnes d'écoute, de pardon, de dialogue communautaire et mit en place un indice de réconciliation nationale pour évaluer le progrès vers la paix sociale. Cette approche novatrice alliait le pragmatisme à une haute conscience morale. L'unité n'était pas décrétée, d'en haut elle était construite, pas à pas, au sein des communautés. En définitive, la sécurité restaurée ne fut pas seulement militaire, elle fut aussi psychologique et civique. Le Rwanda comprit que la paix ne dépend pas uniquement de l'absence de guerre, mais de la présence d'un récit collectif, d'une justice équitable, d'un sentiment d'appartenance renouvelé. Ce fut cela, le miracle de la résurrection. Refonder la nation sur l'unité et la confiance, là où tout avait été brisé. Au lendemain du génocide contre les Tutsis, le Rwanda n'avait plus d'État fonctionnel. Ce qui existait avant juillet 1994 n'était pas un État au service de la population, mais une machine de mort et de division. Le défi du Front patriotique rwandais, FPR, une fois le pays libéré, fut donc de reconstruire l'État non pas à partir des ruines, mais à partir d'un nouveau socle, la légitimité morale, l'efficacité administrative et la souveraineté nationale. Le premier principe fondamental fut de rompre avec la logique de centralisation autoritaire qui caractérisait les anciens régimes. Le Rwanda post-génocide engagea très tôt un processus de décentralisation. Les décisions importantes ne devaient plus venir uniquement de Kigali, mais aussi des districts, des secteurs, des cellules. L'idée était claire, rapprocher l'État du citoyen, rendre la gouvernance plus accessible, plus transparente et plus participative. En 2000, cette vision sera formalisée dans la vision 2020, où la reconstruction institutionnelle est placée au cœur du développement national. La réforme de l'administration publique suivit cette orientation. Le recrutement fut basé sur le mérite et non plus sur l'origine ethnique ou les réseaux politiques. Les institutions furent réorganisées, redéfinies et soumises à des standards de performance. L'Office of the Ombudsman fut créé pour lutter contre la corruption. La Rwanda Public Service Commission vit le jour pour garantir des procédures de recrutement justes et transparentes.
Les agents de l'État furent formés non seulement en gestion, mais aussi en valeurs civiques, en service au public, en mémoire nationale. Parmi les institutions les plus symboliques de la refondation, la Commission électorale nationale joua un rôle déterminant. Elle permet la tenue de référendums populaires, notamment celui de 2003 sur la nouvelle Constitution, adoptée démocratiquement. Cette Constitution introduisit des mécanismes inédits dans la région. Représentation équilibrée des femmes, interdiction du divisionnisme, système multipartite régulé et contrôle parlementaire renforcé. Le Rwanda se dota ainsi d'un cadre juridique protecteur, garantissant l'unité et les droits fondamentaux. Le système judiciaire fut, lui aussi, profondément revu. À la place d'une justice bureaucratique, éloignée des réalités locales, le pays développa les juridictions Gakaka, un modèle hybride de justice populaire et réparatrice. Plus de 12 000 tribunaux Gakaka furent mis en place à travers le pays, traitant plus d'1 million de dossiers liés au génocide. Ce processus permit non seulement de désengorger les prisons, mais surtout de restaurer la vérité, de favoriser les aveux, les demandes de pardon et parfois même les réconciliations au sein des communautés. Les institutions de mémoire, comme le Centre de mémoire de Kigali, le CNLG, Commission nationale de lutte contre le génocide, et les divers mémoriaux à travers le pays, furent intégrées dans l'appareil de l'État. Elles ne furent pas reléguées à la société civile, mais reconnues comme des piliers de souveraineté nationale, chargés de garder vivante la mémoire des victimes, d'éduquer les jeunes générations et de combattre le négationnisme. Ainsi, faire renaître l'État au Rwanda ne signifiait pas restaurer l'ancien. Cela voulait dire inventer un nouveau modèle d'institutionnaliste africaine, ancré dans les réalités nationales, tourné vers l'efficacité, la justice, la dignité humaine. Le Rwanda comprit que sans institutions solides, aucune paix durable n'est possible. Et c'est cette renaissance institutionnelle patiente, disciplinée, déterminée qui permit à la lutte de porter ses fruits au-delà du champ de bataille, dans l'administration, la justice, la gouvernance et l'avenir. Après avoir libéré le pays, restauré l'ordre et reconstruit l'État, le Front patriotique rwandais, FPR, comprit que le défi le plus complexe restait à venir. Réconcilier un peuple profondément fracturé par le génocide, les trahisons, la douleur et la haine héritée de décennies de divisionnisme. La réconciliation ne pouvait être une déclaration politique, ni une simple formule diplomatique. Elle devait être un processus intime, patient, courageux, engagé à la fois par l'État et par chaque citoyen. Les cicatrices du génocide étaient omniprésentes. Des veuves vivaient dans les mêmes villages que les familles des tueurs. Des enfants orphelins côtoyaient les fils d'assassins. Des personnes ayant commis des crimes attendèrent d'être jugées, parfois face à leurs propres voisins. Comment rebâtir une communauté sur une terre saturée de sang? Comment se regarder à nouveau? Comment vivre avec les souvenirs de l'innommable? Le Rwanda choisit une voie audacieuse. Faire de la réconciliation une politique nationale, non imposée par l'extérieur, mais portée par une vision intérieure, enracinée dans les traditions et la nécessité de survie collective. En 1999 fut créée la Commission nationale pour l'unité et la réconciliation, CNUR, chargée de coordonner les actions de réconciliation à travers le pays. Dialogue communautaire, forum de vérité, cérémonie de pardon et programmes éducatifs. Cette commission travailla main dans la main avec les districts, les organisations religieuses, les rescapés, les prisonniers libérés et la société civile. Les juridictions Gakaka, mises en place à partir de 2002, furent au cœur de ce processus. Inspirées des mécanismes traditionnels de justice communautaire, elles permirent à des millions de Rwandais de confronter la vérité, de demander pardon, de témoigner, de reconstruire du lien. Si elles furent parfois critiquées pour leurs limites juridiques, elles eurent un impact psychologique et social inestimable. Elles ramenèrent la justice au cœur du peuple et montrèrent qu'on peut juger, punir, pardonner et reconstruire sans reproduire la haine. Clark, P. The Gakaka Courts, Post-Genocide Justice and Reconciliation in Rwanda, 2010. La réconciliation rwandaise ne fut pas une réconciliation sans mémoire. Bien au contraire, elle intégra pleinement la vérité historique. Le génocide ne fut pas relativisé. Il fut nommé, documenté, enseigné.
Le Rwanda déclara que sans vérité, il n'y a pas de pardon et que sans justice, il n'y a pas de paix durable. C'est cette franchise radicale face à l'histoire qui permit au pays de guérir. On ne guérit pas une blessure qu'on refuse de regarder. La réconciliation fut aussi institutionnalisée dans l'éducation. Les manuels scolaires furent réécrits. L'enseignement de l'histoire intégra les causes et les mécanismes du génocide. Les écoles devinrent des lieux de dialogue sur l'unité nationale. Le programme Ndi Umunyarwanda, Je suis rwandais, fut lancé dans les établissements scolaires, les camps de jeunesse, les institutions publiques et même les casernes militaires. L'idée était simple mais puissante. Désapprendre les identités imposées par la colonisation pour restaurer une citoyenneté partagée. Enfin, la réconciliation passa par l'économie et la coopération communautaire. Des coopératives mixtes furent créées où rescapés et familles de génocidaires travaillaient ensemble. Des programmes de logement, de microfinance et de soutien agricole furent orientés non selon des critères d'origine, mais selon les besoins. Le travail collectif redevint un ciment social. Dans certaines régions, des femmes ayant perdu leur famille partagèrent les récoltes avec les enfants des tueurs. C'est là que la réconciliation prit sa forme la plus noble. Non plus seulement politique, mais humaine, vivante, réelle. Réconcilier un peuple déchiré est une œuvre immense. Mais le Rwanda a montré qu'un pays peut se relever, non en effaçant son passé, mais en l'affrontant avec courage. La réconciliation n'est pas un oubli. C'est un choix quotidien de vivre ensemble malgré l'irréparable. Et ce choix, renouvelé jour après jour, est devenu le fondement moral de la Renaissance rwandaise. En juillet 1994, alors que le génocide prenait fin, le Rwanda comptait plus de 300 000 orphelins, des enfants livrés à eux-mêmes, errant dans les ruines de villages détruits, parfois sans nom, sans abri, sans mémoire. Pour ces enfants, le Rwanda n'était pas une nation. C'était un champ de ruines, un espace sans repère, où les adultes avaient échoué à protéger, éduquer, aimer. Redonner un avenir à cette jeunesse, c'était non seulement une nécessité humaine, mais aussi la clé de la résurrection du pays. Le Front patriotique rwandais, FPR, conscient de cette urgence, prit dès les premières semaines des mesures décisives. Des villages d'enfants furent créés, Imbabazi à Gisenyi, SOS Children's Village à Kigali et Byumba, ainsi que d'autres centres communautaires. Ces lieux ne se contentaient pas de nourrir et de loger, ils reconstruisaient l'estime de soi, la scolarisation, la socialisation et le sentiment d'appartenance. Des éducateurs, souvent eux-mêmes rescapés, prenaient en charge ces enfants avec un dévouement exceptionnel, recréant autour d'eux une famille reconstruite par la volonté. L'éducation fut placée au centre de la reconstruction nationale. L'école devint un refuge contre le chaos, un instrument de justice sociale. Le Rwanda mit en place la politique de « éducation pour tous », supprimant les frais de scolarité de base et lançant des campagnes nationales d'inscription scolaire. Des écoles temporaires furent montées dans des tentes, des enseignants formés en urgence, des programmes éducatifs adaptés à la situation post-conflit. C'était une manière de dire à chaque enfant « Tu as une place ici, tu comptes, tu es l'avenir ». Pour les jeunes traumatisés, des programmes spécifiques furent créés, counseling scolaire, accompagnement psychologique, thérapie communautaire. La jeunesse rwandaise avait besoin non seulement de savoir lire et écrire, mais de guérir. Beaucoup avaient vu leurs parents tués, avaient été utilisés comme enfants soldats ou avaient eux-mêmes été forcés à tuer. Il fallait les soigner, les réintégrer, leur redonner une identité digne et une voix dans la société. Parallèlement, le Rwanda investit dans les mouvements de jeunesse comme Itorero Ri-Igihugu, réactivé en 2007, qui formait les jeunes aux valeurs de patriotisme, d'unité nationale, de civisme et de leadership. D'autres programmes comme Amasibo, Urugerero, service civique, et Ndi Umunyarwanda visaient à forger une jeunesse consciente de son passé, mais tournée vers la construction d'un avenir commun. Le sport, la culture, le théâtre et la musique furent également utilisés comme canaux de guérison collective et de cohésion sociale. Sur le plan économique, des initiatives d'entrepreneuriat jeunes furent promues, notamment à travers le National Youth Council, NYC, le Business Development Fund, BDF,
ou encore les incubateurs de start-up. Le but était clair, faire de cette jeunesse orpheline les bâtisseurs de la nation, non comme des victimes éternelles, mais comme des acteurs de la transformation. Aujourd'hui encore, le Rwanda affiche l'un des taux les plus élevés d'engagement civique des jeunes en Afrique, preuve que cette politique de reconstruction a porté ses fruits. Redonner un avenir à une jeunesse orpheline, ce fut aussi faire le pari que l'avenir pouvait naître du malheur, que la lumière pouvait jaillir des ténèbres. Ces enfants que l'on croyait perdus devinrent enseignants, ingénieurs, soldats, médecins, mères de famille, leaders communautaires. Le Rwanda ne leur a pas seulement offert un abri, il leur a rendu la dignité d'exister, de rêver, de créer. Après avoir survécu au pire, le Rwanda aurait pu s'installer dans l'assistanat, vivre sous perfusion de l'aide humanitaire ou adopter une posture de victime perpétuelle. Mais le choix du pays fut tout autre. Le Front patriotique rwandais, FPR, porté par une vision claire, comprit très tôt que la résurrection véritable ne serait possible que si le Rwanda redevenait maître de son destin. Bâtir une souveraineté sur les ruines n'était pas une option de luxe, c'était une exigence existentielle. Cette souveraineté s'exprima d'abord par un refus lucide de l'ingérence étrangère. En 1994, alors que le pays était encore couvert de cadavres, de nombreuses voix internationales, les mêmes qui s'étaient tues pendant le génocide, tentèrent de dicter au nouveau gouvernement ses priorités. Justice internationale, partage du pouvoir avec les anciens génocidaires en exil, maintien de structures inefficaces issues de la période coloniale ou du régime Habyarimana. Le Rwanda répondit avec fermeté « Nous vous avons vu nous abandonner, vous n'imposerez pas votre modèle à notre renaissance. » Cette posture ferme ne signifiait pas isolement, mais affirmation de la souveraineté morale et politique, Kagame, P. Discours sur l'indépendance de pensée, 2004. Le pays lança une réforme profonde de ses politiques publiques, fondée sur la vision nationale, vision 2020, puis vision 2050, avec des priorités claires, sécurité, justice, santé, éducation, infrastructure, innovation. L'aide internationale fut accueillie, mais intégrée dans des stratégies conçues localement. Les bailleurs furent invités à s'aligner sur les politiques nationales, et non l'inverse. C'était une inversion du rapport de force historique. Le Rwanda ne tendait plus la main, il posait les règles du jeu. Sur le plan économique, le pays investit dans la transformation structurelle. Agriculture modernisée, industrialisation ciblée, numérisation des services publics, e-governance, promotion du secteur privé local, renforcement de la fiscalité interne. En quelques années, le Rwanda passa d'un État en faillite à une économie classée parmi les plus performantes d'Afrique en matière de réforme et d'environnement des affaires. Cette souveraineté économique progressive fut le fruit d'une rigueur budgétaire, d'une lutte contre la corruption et d'une efficacité administrative rarement égalée sur le continent. Diplomatiquement, le Rwanda redessina sa place dans le monde. Il ne mendia pas la reconnaissance, il la conquit par l'exemple. Il s'imposa comme un acteur de paix, déployant ses troupes dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies, notamment au Soudan du Sud et en Centrafrique, tout en revendiquant sa propre expérience de résilience comme modèle pour d'autres nations. Des partenariats stratégiques furent établis non pas en position de faiblesse, mais dans une logique d'échange gagnant-gagnant avec la Chine, Israël, les Émirats, la Turquie, l'Inde et même les anciens pays colonisateurs. Sur le plan idéologique, la souveraineté fut également narrative. Le Rwanda développa une identité politique singulière, fondée sur des concepts clés. Ndi Umunyarwanda, je suis rwandais, Agasiro, dignité, Ubumwe, Nubuyonge, unité et réconciliation. Ces valeurs furent portées non seulement dans les discours officiels, mais dans les programmes éducatifs, les médias, les œuvres artistiques, les institutions publiques. Le Rwanda écrivit sa propre histoire dans sa langue avec ses mots, en refusant les catégories imposées par la colonisation ou les analystes étrangers. Bâtir une souveraineté sur les ruines, ce fut donc faire le choix du redressement par l'autonomie et non par la plainte. Ce fut déclarer au monde que même un petit pays blessé peut redevenir fort, non par la richesse matérielle, mais par la maîtrise de soi, la clarté de vision et la cohérence d'action. Ce fut surtout inscrire la résurrection dans la durée en posant chaque pierre du nouveau Rwanda
sur le socle indestructible de la souveraineté retrouvée. La lutte menée par le Front patriotique rwandais FPR n'a pas seulement permis de sauver un peuple de l'anéantissement, elle a fait du Rwanda un symbole vivant de ce que peut l'humanité quand elle refuse de sombrer, même après avoir touché le fond de l'inhumanité. Ce qui est né des cendres du génocide n'est pas simplement une reconstruction technique ou institutionnelle. C'est une renaissance morale, une élévation historique qui fait du Rwanda une référence mondiale, respectée pour sa dignité, son courage et sa constance. Le Rwanda est devenu ce que beaucoup pensaient impossible, un pays stable, sécurisé, uni et en pleine transformation, à partir de presque rien. Ce succès n'est pas une réussite magique. Il repose sur une doctrine claire, la discipline nationale, l'unité absolue, la mémoire inaltérable et la responsabilité partagée. Ces principes, appliqués avec rigueur, ont donné naissance à une nation nouvelle, non pas déconnectée de son passé, mais redéfinie par sa victoire sur la haine. Dans les grandes rencontres internationales, les dirigeants rwandais ne viennent plus chercher la pitié, ils viennent proposer des solutions, partager des modèles, inspirer des décisions. Le Rwanda, autrefois vu comme le pays du génocide, est désormais perçu comme le pays du redressement, le pays où l'impossible devient une politique publique. Il accueille des sommets, siège dans les conseils multilatéraux et envoie ses troupes dans les missions de paix. Il est passé de l'objet de débat à l'acteur de réponse. Dans l'imaginaire africain, le Rwanda est aujourd'hui une boussole morale. Là où d'autres pays échouent à dépasser leurs divisions historiques, le Rwanda propose une synthèse, une mémoire sans vengeance, une justice sans vendetta, une paix construite sur la vérité. Des intellectuels africains, des mouvements citoyens, des jeunes leaders s'inspirent de son parcours. Ce petit pays enclavé au cœur de l'Afrique est devenu un laboratoire de souveraineté, de transformation et de dignité panafricaine. Mais ce symbole n'est pas un trophée figé. Il est vivant, car il repose sur une vigilance constante. Le Rwanda n'oublie pas. Il ne cesse de se rappeler les mécanismes de la haine, les erreurs du passé et les fragilités de l'homme. Chaque année, lors des commémorations de Kwibuka, le pays se tient debout pour dire « Nous avons souffert, nous avons pardonné, mais nous n'oublierons jamais. » Et ce souvenir n'est pas une chaîne, c'est une armure. Faire du Rwanda un symbole vivant, c'est offrir au monde une leçon de résilience, mais aussi un avertissement. C'est montrer que le mal peut être vaincu par la volonté, que la dignité peut renaître sur les décombres, et que la grandeur d'une nation ne se mesure pas à sa richesse, mais à la force morale avec laquelle elle répond à l'horreur. Le Rwanda l'a fait, et c'est pourquoi le Rwanda ne tombera jamais. Dans le Rwanda ancestral, il existait un rituel sacré appelé Gukura Urugina, destiné à purifier la terre en la libérant du sang des innocents versé injustement. Ce rite visait à apaiser les esprits, réconcilier la nation avec elle-même et permettre à la paix de régner dans le cœur des citoyens. Page suivante. À l'issue de cette cérémonie, la terre du Rwanda était alors considérée comme sacrée, U-Rwanda Rweru, U-Rwanda Ruhondo, symbolisant un territoire purifié, digne et réhabilité aux yeux des vivants et des ancêtres. Merci de nous suivre.